Bonjour, bienvenue pour cet item 93 qui porte sur la compression médulaire non traumatique, petit item de neurologie. On continue tranquillement l'histoire, pardon, je bégaye déjà, et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Arlette et Trizzy rentrèrent dans la maison. Tout le monde était à table en train de prendre son petit déjeuner, même Julie était descendue. C'est elle qui prit la parole en première en demandant comment ils allaient pouvoir accéder au prochain royaume. La chef de la maison répondit: Il va falloir passer par le lac sans fond. L'objectif est d'atteindre le centre du tourbillon qui vous emmènera vers le royaume de Gaïa. Le problème est qu'il nécessite un poids et une structure de bateau parfaitement calibrée pour pouvoir atteindre le centre du lac. Sinon, vous coulerez et on ne sait pas où cela vous emmènera. Ce qui est sûr, c'est que vous n'atteindrez pas Gaïa. Arlette prit son temps, souffla et dit d'une voix moins forte: Notre charpentier expert a été enlevé il y a quelques semaines. Il nous reste un bateau, mais nous ne savons pas comment le calibrer parfaitement. Nous avons besoin de le calibrer, mais nous ne pouvons pas. Elle baissa les yeux à la fin de sa phrase. Pearl répondit sèchement: Nous n'avons pas le choix. Nous devons tenter quoi qu'il arrive. Monsieur Gold, qui était en arrière, s'avança doucement. Je sais que mes actions passées n'ont pas été bonnes, mais j'ai longtemps travaillé avec le charpentier et je connais quelques notions. Son visage fermé semblait demander s'il pouvait continuer à parler. Trizzy l'incita à continuer avec un geste de la main. Il reprit. Le bateau a 2 points de calibration. D'un côté, il a une planche possédant une pression propre que l'on peut modifier. Si la pression devient trop forte, il va craquer. Des fissures en forme d'éclairs vont se former le long de la planche et sa surface va devenir extrêmement lisse, de sorte qu'on ne sente plus ses reliefs. Il suffira de lever la pression pour qu'elle revienne à son état normal de contrôle. Trizzy intrigua, légèrement moqueuse, demanda: C'est une planche magique? Monsieur Gold continua: Non. Mais notre charpentier est le meilleur des 4 royaumes. C'est un ingénieur de génie. Je reprends sur le bateau. De l'autre côté, il y a également une planche, mais celle-ci a un impact sur toutes les suivantes. Si la calibration est mauvaise, le bateau aura du mal à avancer, et il redeviendra brûlant, voire picotant, et vous aurez l'impression de marcher sur du coton. Et dernier point, si la calibration est vraiment trop mauvaise, l'eau ne sera plus retenue et va réussir à passer dans le bateau. Mais encore une fois, s'il est bien calibré, tout redeviendra à la normale. Pearl demanda: On a juste à gérer ces 2 côtés et tout se passera bien. Monsieur Gold termina: Il y a un dernier détail. Parfois, si l'un des 2 côtés n'est pas parfaitement calibré, d'autres problèmes peuvent survenir. Le bateau semblera plus lourd et beaucoup plus raide, ce qui rendra la calibration plus difficile. Là est toute la complexité. Si vous aviez le temps, je vous conseillerais de vous exercer sur une zone calme du lac, mais je n'ai pas l'impression que vous en ayez l'intention. Paul répondit: Effectivement, quand le bateau peut-il être prêt? La réponse fut rapide: Dès maintenant. Pearl fit un tour de table, avec son regard. Il n'y avait aucun doute. Il dit avec certitude: Nous partons dans 1 heure. Voilà, on est déjà à la fin de l'histoire. Désolé, j'ai eu un peu de mal à prononcer, à faire la succession de phrases comme il fallait. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. Déjà, il y a pas mal de parallèles. Je vais essayer de les traduire parce que je pense qu'ils sont pas tous très évidents, mais je vais essayer de les faire simplement. Déjà, la première notion, je veux qu'elle soit vraiment bien comprise, c'est que la compression médulaire, elle doit être prise en charge rapidement, c'est une urgence. J'ai pas vraiment insisté dans l'histoire, mais il faut vraiment retenir que c'est une urgence, la compression médulaire. Je pense que c'est assez logique, mais c'est bien de le notifier. Pour faire le diagnostic, on va chercher soit un syndrome lésionnel, soit sous-lésionnel, et le plus souvent, ça va être associé à des signes rachidiens. Pour les représenter, du coup, on va parler du bateau dans l'histoire avec soit la planche toute seule pour le syndrome lésionnel, soit la planche qui a un impact sur les suivantes pour le sous-lésionnel, et les complications possibles pour les signes rachidiens. On va commencer par parler du syndrome lésionnel. J'ai du mal à prononcer, hein. Dans ce côté lésionnel, on va trouver des douleurs radiculaires et potentiellement un déficit radiculaire. Les douleurs, souvent, elles sont isolées au début, avec une topographie qui va suivre le dermatomatin, et les douleurs, elles vont être en éclair, par salve, et vont être impulsives à la toux. L'activité physique peut les atténuer, et elle reviendra au repos, particulièrement la nuit. Le déficit radiculaire, lui, va plutôt être hypoesthésique dans le territoire de la lésion avec une diminution ou une abolition d'un réflexe du territoire, et ça peut aller jusqu'à un déficit moteur. Le déficit, il est souvent moins marqué au niveau thoracique ou abdominal par rapport au niveau cervical, et donc dans tout ça, ce qu'on va retenir dans l'histoire, c'est la douleur en éclair et l'hypoesthésie,
du coup j'ai évoqué, et je pense que ça vous les avez retrouvés dans l'histoire. Deuxième cas, le syndrome sous-lésionnel. Celui-ci, il associe plutôt des troubles moteurs, sensitifs et sphinctériens. Donc les trois, moteurs, sensitifs, sphinctériens. Au niveau moteur, on est sur un syndrome pyramidal. Ça va être une gêne qui n'est pas très douloureuse et qui correspond plutôt à de la claudication intermittente. Donc c'est une gêne quand il y a un effort de marche qui est soulagé par l'arrêt. Ce syndrome pyramidal, il va évoluer de manière progressive. Ensuite, au niveau sensitif, là ça va être un peu plus retardé par rapport aux troubles moteurs, et ça peut être des picotements, des fourmillements, des brûlures, peut-être même un signe de l'hermite. Donc le signe de l'hermite, c'est une décharge électrique le long du rachis et des membres à la flexion du cou. Le patient peut aussi avoir l'impression de marcher sur du coton ou du caoutchouc, ce qui sera encore plus marqué à la fermeture des yeux. Et enfin, pour les signes sphinctériens, ceux-là vont être encore plus tardifs, et ça c'est si la compression elle évoluée et on va avoir des troubles urinaires, sexuels ou anorectaux. Et donc pour ce syndrome sous-lésionnel, j'ai parlé du syndrome pyramidal avec la difficulté du bateau à avancer, le niveau sensitif avec la brûlure et l'impression de marcher sur du coton, et l'eau qui s'infiltre pour les troubles sphinctériens. Ça c'était un peu pour représenter un peu syndrome lésionnel sous-lésionnel. Et donc, ces deux syndromes, lésionnel, sous-lésionnel, peuvent être associés à des signes rachidiens. Il peut y avoir des douleurs permanentes et fixes à type de tiraillement, de pesanteur ou d'enraidissement rachidien. Elles vont notamment être augmentées à l'effort et elles sont peu sensibles aux antalgiques. Et il faut aussi chercher une raideur segmentaire du rachis et potentiellement une déformation segmentaire comme une kyphose ou une scoliose avec des douleurs de la percussion ou à la palpation de la zone lésionnelle. Et là, cette fois-ci dans l'histoire, j'ai parlé de la sensation de pesanteur et de la raideur du bateau pour symboliser les signes rachidiens. Bon, de manière générale, selon la zone où se situe la lésion, il va y avoir des signes plus spécifiques que l'on pourra chercher, mais je ne vais pas les détailler ici. Là, on va plutôt parler des examens complémentaires. L'examen de première intention, c'est l'IRM. Ça, faut la faire de manière urgente. Elle va permettre de cartographier la zone compressée et de commencer à se faire une idée de l'étiologie. Si c'est plutôt kystique, tumoral, inflammatoire, voire infectieux, c'est par l'IRM qu'on va pouvoir voir ça. Les autres examens, d'autres examens sont possibles, mais ça va juste être des compléments de l'IRM. Un scanner peut aider à chercher les modifications osseuses. Un myéloscanner, par exemple, il peut être fait s'il y a une contre-indication à l'IRM. On peut notamment étudier l'état fonctionnel des voies sensorimotrices aussi par des potentiels évoqués. C'est aussi une possibilité. Mais bon, ce qu'on retient, c'est l'IRM. Le dernier examen complémentaire que je vais évoquer, mais celui-là, justement, il faut absolument pas le faire. C'est une ponction lombaire. On ne fait pas de ponction lombaire s'il y a une compression médulaire, parce que ça peut donner une décompensation brutale, et donc on l'a fait absolument pas tant qu'on n'a pas d'IRM, qu'on n'a pas d'information, pas de ponction lombaire. Au niveau étiologique, on peut distinguer plusieurs causes, les causes extradurales, les causes intradurales extramédulaires et les causes intramédulaires. Donc vraiment les différents étages, on va dire, du rachis. Pour le coup, je les ai pas intégrés dans l'histoire, les étiologies, je vais les évoquer assez rapidement. Au niveau extradural, la cause la plus fréquente, c'est la métastase néoplasique vertébrale. Les cancers primitifs les plus retrouvés, c'est le poumon, le sein, la prostate et le rein. Donc c'est des cancers qui donnent notamment des métastases osseuses de manière générale, donc là qui se placent sur les vertèbres. Et niveau néoplasique, on peut aussi retrouver des lymphomes, des myélomes. Le deuxième type étiologique dont je parlais, c'est... la deuxième étiologie extradurale, c'est la myélopathie cervicatrosique. Et ça, c'est une compression médulaire qui est lente, cervicale, et chez des patients qui ont souvent plus de 40 ans. Et ensuite, je peux aussi parler de la hernie discale, qui est aussi extradurale. Souvent, elle va être au niveau cervical. Mais bon, je vais pas aller plus loin, je vais pas citer plus d'étiologie, ça ferait trop, mais il peut aussi y avoir des causes tumorales, vasculaires, inflammatoires. Et ce qu'on veut retenir, c'est de distinguer les causes extradurales, intradurales extramédulaires et intramédulaires. C'est important. J'ai cité les diagnostics comme ça, histoire de les dire. Mais il y a aussi des diagnostics différentiels. Mais bon, dans tout ça, ce qu'on retient, c'est IRM. Je vais pas insister plus. Au niveau de la prise en charge, donc
il s'agit d'une urgence neurochirurgicale. Si on n'intervient pas rapidement, ça peut aboutir à une paraplégie, voire une tétraplégie complète et définitive. Donc là, au niveau chirurgical, l'idée, ça va être de décompresser, soit par une laminectomie, une exérèse, une tumorectomie. Et donc, le niveau médicamenteux, là, ça va vraiment être spécifique de la pathologie, donc je peux pas trop le détailler. Donc, avec tout ça, vous avez les informations. Vraiment, les choses importantes à retenir, c'est comprendre un peu le syndrome lésionnel, sous-lésionnel, les quelques signes rachidiens, et ensuite le diagnostic, c'est l'IRM. Ça, c'est vraiment les points très importants à retenir. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'ai eu un peu de mal à prononcer cet épisode. J'espère que ça n'a pas été trop choquant. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite de bonnes révisions.